Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 7 mars 2022, une semaine qui commence dans le rouge après avoir vu la hausse des tensions entre l'Ukraine et la Russie. Alors la semaine dernière, les indices européens ont enregistré une baisse significative. Le DAX termine à son plus bas niveau depuis 14 mois. On notera que l'armée russe poursuit son offensive et ne se gêne pas pour attaquer des civils. Poutine refuse toujours d'ouvrir le corridor humanitaire. Et donc concrètement, la semaine dernière, il y a eu un retour flagrant de l'aversion au risque lorsque les troupes russes ont attaqué la centrale électrique de Zaporozhia. C'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe, ce qui a provoqué un incendie sur le site. Et les forces russes qui ont pris le contrôle de la centrale nucléaire ont coupé plusieurs réseaux de téléphonie mobile et d'internet, ce qui rend impossible la collecte d'informations fiables sur le site par les méthodes habituelles. Alors on notera également que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont discuté de nouvelles sanctions à Bruxelles. Le ministre irlandais des Affaires étrangères a déclaré qu'une nouvelle série de sanctions pourrait toucher encore plus de banques russes. Dans le même temps, des sociétés de paiement ont annoncé l'arrêt de leurs services en Russie. C'est le cas de Mastercard, Visa, PayPal et American Express. À Wall Street, on a pu constater des baisses en fin de semaine dernière. Le Dow Jones a chuté de plus de 0,90%. Le S&P 500 et Nasdaq ont perdu respectivement 1% et 1,6%. Alors visiblement, donc vendredi dernier, hein, c'était le premier vendredi du mois, donc on a pris connaissance du rapport sur l'emploi aux États-Unis, un rapport sur l'emploi supérieur aux attentes, mais qui a été éclipsé par la guerre en Ukraine. On notera que l'économie américaine a créé 678 000 emplois en février, c'est le meilleur chiffre de ces 7 derniers mois, et ça dépasse largement les attentes des analystes qui tablaient pour 400 000 créations de nouveaux emplois. Il y a eu un vent d'optimisme tout de même qui a soufflé sur le marché des matières premières dans un contexte de légère hausse du billet vert. Le 10 ans américain est tombé à 1,73%. L'or a bondi à 1964 dollars. À l'heure actuelle, le métal jaune, il me semble, est aux portes des 2000 dollars. Voilà, on est à 1996 dollars l'once en ce début de semaine. Mais ce qui retiendra notre attention particulièrement aujourd'hui sur le marché des matières premières, c'est le pétrole. On le voit ici, le pétrole WTI est aux alentours des 125 dollars. Le pétrole Brent est à 127,30 dollars. Alors, ce qui a permis au pétrole de se propulser à ces niveaux, ce sont des niveaux que l'on n'a pas revus depuis 2008. C'est notamment cette annonce des États-Unis qui envisageraient d'agir sans leurs alliés en interdisant les importations de pétrole russe. On notera tout de même qu'il n'y a pas de calendrier clair par rapport à cela et on ne connaît pas très exactement la portée de cette éventuelle interdiction américaine de pétrole russe, donc une portée qui reste incertaine. Le Japon envisagerait de faire de même que les Américains en interdisant donc les importations de pétrole russe. Alors, on notera que face à cela, les États-Unis sont en pourparlers avec le Venezuela, donc le malheur des uns fait le bonheur des autres, et cela a pour but d'éventuellement de lever les sanctions pétrolières qui pèsent sur le Venezuela. Joe Biden envisage également de se rendre en Arabie Saoudite pour aborder une éventuelle augmentation de la production de pétrole avec Mohamed Ben Salman. Donc des États-Unis qui sont en train d'agir à l'heure actuelle afin de stabiliser le marché pétrolier, un marché pétrolier qui est sur des sommets qui datent de 2008. Concernant le gaz naturel, on notera que Gazprom continue d'expédier son gaz à travers l'Ukraine et les volumes que l'on a pu constater ce matin sont relativement stables et conformes à ce que l'on a l'habitude de constater en temps normal. Alors voilà pour le contexte général de marché, bien entendu, le thème principal en ce début de semaine, c'est le pétrole, un pétrole à 125 dollars le baril, un pétrole qui pourrait éventuellement aller chercher les 150 dollars. Alors on va en parler plus dans le détail cet après-midi lors du point hebdomadaire. On va également parler de l'euro-dollar. On va essayer de voir si on pourrait voir la parité entre le dollar et l'euro dans un contexte où l'euro-dollar se replie considérablement. Donc ce sera cet après-midi lors du point hebdomadaire. Alors on enchaîne à présent avec quelques nouvelles concernant ce conflit.
ce qui s'est passé concrètement pendant le week-end. On notera que la Russie n'a pas réussi à prendre de villes ukrainiennes importantes pendant ce week-end et selon les services de renseignement occidentaux, les progrès de l'armée russe sont freinés par des défaillances logistiques, un moral relativement bas des troupes russes et une forte résistance ukrainienne. Mais malgré cela, la Russie continue de cibler des zones résidentielles et donc des civils. Et on l'a dit, hein, on ne parvient pas à ouvrir le corridor humanitaire. On n'est pas parvenu à le faire encore une fois pendant le week-end, étant donné que la Russie ne cesse de violer les accords de cessez-le-feu. À noter également que la Russie a adopté une loi qui permettrait d'imposer jusqu'à 15 ans de prison à ceux qui diffusent des informations sur l'Ukraine provenant de sources autres qu'officielles. La Russie a également décidé d'interdire de nombreux médias sociaux comme Facebook ou Twitter. Et enfin, on notera que la Corée du Sud s'est jointe aux sanctions occidentales et a interdit les transactions avec la Banque centrale russe. Donc voilà pour le contexte de marché, un contexte de marché plutôt négatif, un sentiment risk-off en ce début de séance. Et on peut le voir ici hein, sur ce panorama des différents marchés. Les actifs risqués sont en repli, les valeurs refuges sont en hausse, les matières premières énergétiques sont en nette hausse. Notamment le pétrole, hein, étant donné que la Russie est un important producteur de pétrole. On en a parlé, on l'a abordé tout au long des Good Morning Market, mais également pendant des vidéos dédiées à ce conflit en Ukraine. Alors on va s'intéresser à présent au marché actions. On passe sur les indices boursiers. Le DAX allemand est en train de s'effondrer en ce début de séance européenne. Gap baissier en début de séance, on est largement passé sous le retracement de Fibo à 78,6%. Vous voyez, à l'heure actuelle, nous sommes au niveau des niveaux qui correspondent au début du mois de novembre 2020. Nous sommes à 2450 points et la baisse pourrait s'approfondir. On pourrait passer sous le seuil psychologique des 12 000 points pour aller chercher éventuellement les 11 650 points, voire les 11 400 environ, ce qui correspond au creux de la fin du mois d'octobre 2021. Donc une pression constante sur les indices européens, notamment sur le DAX. Alors effectivement, hein, depuis la sortie de cette figure, ce biseau d'élargissement, la baisse ne cesse de s'intensifier. Souvenez-vous, on avait fait le parallèle avec ce biseau d'élargissement ici, la dernière fois que le DAX nous a dessiné un biseau d'élargissement, et c'était pendant la propagation du Covid, pendant la première vague du Covid. Et ici, hein, effectivement, perte de contrôle du marché, comme la dernière fois où nous avons eu donc cette figure en biseau d'élargissement formée par le DAX. Donc un repli qui est en train de s'intensifier. Et donc dans ce contexte-là, les données H4 ne nous donnent pas plus d'informations. Hein. Garde en tête que effectivement le seuil psychologique des 12 000 points devrait être cassé, ce qui permettrait d'aller chercher les niveaux de la fin du mois d'octobre 2020. Voilà pour le DAX. Concernant le Nasdaq n'est pas épargné, hein, bien entendu. On est toujours ici en territoire de correction. Je vous rappelle qu'on n'est pas entré en territoire de bear market, en territoire de marché baissier. Pour cela, il faudrait casser le support à 13 400 points, ce qui nous permettrait d'avoir un repli de plus de 20% depuis les récents sommets. Et c'est très exactement ce qui caractérise un bear market. Donc pour l'heure, un Nasdaq qui est en train de se replier et on surveillera avec attention l'interaction des cours du Nasdaq avec ce support à 13 400 points. En données H4, donc le gap baissier de ce début de semaine nous ramène directement sous le nuage H4. C'est un signal baissier qui est validé par la lagging span et donc on peut imaginer une poursuite du repli au cours de la séance d'aujourd'hui, une séance de lundi. Donc qui ne verra pas d'événements majeurs, hein, vous voyez ici d'un point de vue du calendrier économique. Donc la séance devrait être rythmée par les nouvelles concernant le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Alors on vient d'apprendre d'ailleurs hein, selon la Russie, qu'il devrait y avoir 6 nouveaux corridors humanitaires qui seront ouverts avec l'Ukraine, donc à voir si cette fois-ci ce sera le cas. Concernant le S&P 500, le topo est le même, hein, c'est exactement la même situation technique qu'avec le Nasdaq. Hein, ici, on est toujours en territoire de correction, on pourrait entrer à nouveau en territoire de bear market pour aller chercher les 4100 points concernant le S&P 500. D'un point de vue H4, on est sorti
sortie par le bas du nuage de la même manière que pour le Nasdaq, mais ici il y a une différence de taille, c'est que nous avons une lagging span en train de tester la Kijun, donc le signal de vente n'est toujours pas validé en ce qui concerne le S&P 500. Concernant le Dow Jones, le signal de vente est validé et donc ici il n'y a plus d'obstacle pour aller chercher les 32 300 points environ. C'est en tout cas le prochain support d'importance. Et après cela, on aura bien entendu les 32 150 points. C'était le creux du 24 février. Donc voilà pour les indices boursiers. On passe sans plus tarder sur le compartiment des crypto-monnaies qui se sont fortement repliées. On a une sortie par le bas du nuage. On commence directement par le Bitcoin en données journalières, avec également de ce côté-là un signal de vente d'un point de vue Ishimoku. Depuis la sortie par le bas du nuage, ce signal de vente est validé par la lagging span qui est en train de se désengager également. Alors, est-ce que cela met en péril les éventuelles perspectives haussières à venir? Pas du tout, hein. On a toujours cette projection d'Osoda qui est largement d'actualité. Malheureusement, elle n'a toujours pas été déclenchée, elle n'a toujours pas été activée. Pour qu'elle soit activée, il faudra réussir à franchir le seuil psychologique des 45 000 $, ce qui n'a pas été le cas. On s'en est rapproché le 2 mars avant donc de se replier pour sortir par le bas du nuage. Donc à l'heure actuelle, on a deux obliques baissières qui relient les récents sommets. Nous avons cette première oblique baissière que l'on avait franchie auparavant, qu'on a réintégrée, et donc il faudra attendre la cassure de celle-ci pour aller éventuellement chercher la dernière oblique baissière qui relie le record historique avec le sommet du 2 mars. Et une cassure de cette oblique baissière serait un signal extrêmement fort parce que cela permettrait également un franchissement du nuage. On notera d'ailleurs que le nuage est extrêmement fin à ce niveau-là, à partir du 17 mars jusqu'au début du mois d'avril. Donc c'est peut-être à ce moment-là qu'on aura une réelle reprise des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin. C'est un niveau très important, c'est un niveau qui est également renforcé par la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes. Et il y a à ce niveau-là 3 twists très exactement qui pourraient favoriser un passage, un franchissement par les cours, un franchissement du nuage par les cours pour aller s'attaquer enfin à cette oblique baissière. Donc éventuellement à la fin du mois de mars, on pourrait avoir un réel signal d'achat sur le Bitcoin. D'un point de vue H1, hein, pas grand-chose, hein, la faiblesse n'est que plus évidente en données de court terme. On remarquera un nuage relativement épais qui, même en cas de tentative de reprise haussière, pourra faire office de résistance au cours de la séance d'aujourd'hui. Il sera beaucoup plus fin à partir de demain matin. Qu'en est-il de l'Ether? L'Ether en données journalières, la situation est la même. Nous avons eu un sorti par le bas du nuage, donc signal de vente ici validé par la lagging span qui se désengage également de ces différents obstacles. Et même topo, à la fin du mois de mars, on aura un nuage relativement faible, on aura de nombreux twists et c'est peut-être à ce moment-là qu'on pourrait avoir une cassure de l'oblique baissière qui relie les différents creux. Alors ici, elle manque pas mal de précision. Je vais quelque peu l'ajuster. Donc voilà l'oblique baissière à casser pour envisager une nouvelle vague haussière sur l'Ether. Bien entendu, les deux signaux, hein, que ce soit pour le Bitcoin ou l'Ether, devraient intervenir au cours de la même séance. Donc voilà pour les crypto-monnaies, des crypto-monnaies en net repli pour le moment, ce qui ne remet pas en question les objectifs de long terme pour l'Ether. La projection d'Osoda est à 4400 $. Concernant le Bitcoin, la projection d'Osoda est à 58 660 $. On passe à présent sur le compartiment sur le marché des matières premières avec le métal jaune, l'or qui brille de mille feux, qui bénéficie de son statut de valeur refuge, l'or qui ne parvient pas tout de même à se hisser au-dessus du seuil psychologique des 2000 $ l'once. Mais effectivement, vous l'aurez compris, si on assiste à
intensification du conflit, l'or pourrait réussir à se hisser au-dessus de ce seuil psychologique sans aucun problème pour aller chercher les 2016 dollars qui sera le dernier rempart avant les records historiques. Donc l'or devrait continuer de bénéficier d'un afflux de capitaux parce qu'effectivement les investisseurs se débarrassent des actifs risqués qu'ils ont en portefeuille vu l'instabilité politique, vu le conflit et se ruent vers des valeurs refuges comme le yen japonais ou le métal jaune. Et donc l'or en données H4 ne nous apporte pas plus d'informations encore une fois. Ce qui nous intéresse cette semaine, c'est le pétrole WTI, un pétrole qui gagne plus de 30% en mars. Vous voyez, on est à 30% de hausse alors que nous sommes à peine le 7 mars. Donc vous le voyez ici, gap haussier en ce début de semaine et on vient se hisser au-dessus d'un retracement externe de Fibonacci à 261,8%. C'est un retracement externe qui est basé sur le repli qui a été amorcé le 25 octobre et qui a abouti à un creux le 2 décembre, le creux des 62 dollars. Alors on est bien loin de ce creux des 62 dollars. La valeur du baril de pétrole WTI a doublé depuis. Vous voyez, on a pris 100% sur le pétrole depuis le 2 décembre. Donc c'était une hausse constante depuis ce moment-là jusqu'au début du conflit. Et là, effectivement, la hausse est exponentielle depuis. Et on pourrait aller chercher les 150 dollars. Et 150 dollars, c'est un niveau très dangereux pour les marchés financiers d'une manière générale, car cela pourrait être source d'une nouvelle crise. Il faut savoir que le pétrole brut au-dessus des 130 dollars, voire 135 dollars, pourrait entraîner une destruction de la demande. Donc là, la situation est vraiment très compliquée concernant le pétrole brut. Autant lors d'une première phase, la première phase du conflit, ce qui inquiétait principalement, c'était le gaz naturel, étant donné qu'il n'y a pas donc de solution de court terme pour l'Europe pour sécuriser son approvisionnement. À l'heure actuelle, la principale préoccupation, c'est le pétrole brut qui est à des niveaux qui mettent en danger l'économie mondiale. 125 dollars le baril de pétrole, avec un baril de pétrole qui pourrait aller chercher les 150 dollars sur le court terme, ce qui serait une menace considérable pour l'économie mondiale. À l'heure actuelle, nous sommes à des niveaux que l'on n'a pas revus depuis 2008 et une hausse qui pourrait se poursuivre s'il n'y a pas de changement majeur. Et il faut savoir que les négociations avec l'Iran sont en train de patiner. Certes, les États-Unis ont annoncé d'éventuelles mesures afin de stabiliser le marché pétrolier, notamment, nous l'avons dit au début, ces mesures visent à ramener sur le marché le pétrole du Venezuela, parce que les États-Unis pourraient interdire les importations de pétrole russe, donc ça déstabilise grandement le marché pétrolier, mais les États-Unis essayent de rééquilibrer la balance tout en envisageant d'aller donc se concerter avec Mohammed Ben Salman, donc avec l'Arabie Saoudite, afin d'augmenter la production et donc baisser les cours de pétrole brut. Parce qu'il faut savoir que tous les pays membres de l'OPEP+ ne seront pas en mesure d'augmenter la production. Seule l'Arabie Saoudite avait donc déclaré qu'elle serait en mesure éventuellement de le faire. Et je pense que c'est ce qui sera annoncé très prochainement. Mais au vu du conflit qui s'intensifie, est-ce que cela sera suffisant pour stabiliser le marché pétrolier? Certainement pas. Et donc, pour l'heure, l'économie mondiale est en grand danger face à un pétrole brut à ces niveaux-là. Et un pétrole brut à 150 dollars le baril serait catastrophique pour l'économie mondiale. Et donc, vous voyez, en données H4, pas grand chose à dire, on s'est hissé avec ce gap considérable de près de 9%. On se replie à l'heure actuelle sur le seuil psychologique des 124 dollars le baril. On attend les prochaines annonces parce que le pétrole réagira à toute annonce. Donc là, ce qui est pricé, bien entendu, c'est l'interdiction des importations russes de pétrole, interdiction mise en place par les États-Unis et probablement par le Japon. Le gaz naturel également, gaz naturel américain ici, qui s'est hissé au-dessus du seuil psychologique à 5 et donc effectivement, pour le moment, on a un signal qui est validé, c'est ce que l'on attendait, c'est le point de départ du rallye haussier du gaz naturel américain et la prochaine cible est à 5.500 environ avec les 5.340 comme résistance intermédiaire. Ici, cela représente le retracement de Fibonacci à 61,8%.
Le maïs et le blé, hein, toujours sur des sommets, une chose qui ne changera pas. Le blé est toujours bloqué, hein. Donc ici, bon, j'espère que vous avez pu en profiter parce que le blé, il faut le dire, on en parle depuis de nombreuses semaines. Bien avant l'invasion russe, nous avions des objectifs extrêmement élevés pour ceux qui se rappellent de cela sur le blé. C'est pour ça qu'on avait tracé ce rectangle-là, car on envisageait un blé donc sur des records historiques. Et là, on a fait plus de 50% du chemin, on a fait plus de 2 tiers du chemin, et c'est une tendance qui devrait se poursuivre. Malheureusement, ce conflit pourrait entraîner un choc des matières premières, car la Russie est un important producteur de nombreuses matières premières, et toutes ces matières premières-là sont en train de progresser grandement. Il y a d'autres produits qui sont impactés, je pense notamment aux engrais, car la Russie est un important producteur d'engrais, et effectivement, on pourrait s'attendre à à de grandes déceptions concernant certaines matières premières agricoles produites en Europe et en Asie sans justement les engrais russes. Donc il y a un impact considérable sur de nombreuses matières premières, même certaines matières premières agricoles qui ne sont pas produites en Russie par le biais donc de ces engrais. Donc ce conflit a un impact considérable sur les matières premières. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de prochains chocs des matières premières qui devraient avoir un impact considérable sur l'économie mondiale. Voilà pour les matières premières. Malheureusement ici, nous ne sommes pas très optimistes au vu de la situation, mais le plus grave, bien entendu, c'est la souffrance humaine qui est engendrée par ce conflit. Bien entendu, il faut savoir que c'est ce qui nous importe le plus. Ici, nous sommes en Good Morning Market, donc on parle de l'impact sur certains produits, notamment certaines matières premières. Le billet vert est très fort, le billet vert est le roi du marché d'échange encore une fois, hausse considérable, ce qui a envoyé donc l'euro-dollar sous le seuil des indices. Est-ce qu'on va atteindre la parité? Je ne vais pas développer pour le moment parce qu'on va en parler un peu plus tard lors de cette vidéo qui sera publiée dans l'après-midi. Donc une vidéo qui va aborder d'un côté le marché d'échange, notamment le billet vert et l'euro-dollar, et bien entendu nous allons nous étendre sur le conflit en Ukraine comme d'habitude. Donc voilà pour le marché d'échange. Bien entendu, cette hausse de du billet vert impacte toutes les paires face au dollar américain. C'est le cas du GBP-USD qui est aux alentours des 1,3170 à l'heure actuelle. Le GBP-USD qui est en train de tester un support de taille, et en cas de cassure, vous voyez ici, le prochain niveau à aller chercher serait les 1,3076. C'est un palier de SSB. C'est un niveau que l'on n'a pas atteint depuis le début du mois de novembre 2020. Et sur ce, nous allons mettre un terme à ce nouveau Good Morning Market. Alors cette semaine, il n'y aura pas d'interruption. Malheureusement, la semaine dernière, il n'y a pas eu de Good Morning Market, mais cette semaine, nous allons suivre les marchés de manière assidue, et dès cet après-midi, vous aurez le point donc hebdomadaire qui va traiter des sujets que nous avons énoncés un peu plus tôt. Merci à toutes et à tous pour votre attention, merci pour votre temps. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Je vous donne rendez-vous un peu plus tard pour notre point hebdomadaire. Au revoir.